Bonjour Mathieu Mandard. Bonjour. Mathieu Mandard, maître de conférence, habilité à diriger les recherches en sciences de gestion, IGR IAE de Rennes. Mars 2021, article que vous avez publié dans la Revue française de gestion, ce que l'on reproche aux sciences de gestion, une synthèse des critiques adressées à notre discipline. Article, j'ai droit au but, majeur, absolument majeur, 2021, gentil. Et dont on entend trop peu parler. Je vais finir par croire qu'il faut venir ici pour qu'on finisse par entendre parler d'un certain nombre de choses, parce que quand je dis majeur, je le pense vraiment, c'est majeur. Merci. Donc pour faire simple, vous nous dites, les sciences de gestion font l'objet de critiques récurrentes, oui. Absolument récurrentes. Tout à fait. Mais votre rapport décisif, c'est que vous allez nous montrer que toutes ces critiques peuvent être rattachées aux cités Tout à fait. de Luc Boltanski et Laurent Thévenot, qui nous expliquent que si on vit tous sur la même planète, on ne vit pas dans le même monde. Exactement. Je résume. Et que quand on prend l'ensemble de ces critiques, en fait, on balaye tout le paysage. Alors, je vous rends le papier parce qu'il y a un tableau, génialissime de synthèse qui reprend l'ensemble des critiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous détailler les critiques? On commence par la cité industrielle et nous rappeler quand même à chaque fois ce qui se joue derrière chaque cité. Alors peut-être, je vais commencer par l'idée de ce papier. En fait, l'intention, justement, c'est, comme vous le disiez, de dire que la discipline est souvent critiquée. Et en gros, suppôt du capitalisme, tout à fait. Elle fait le mal, elle détruit la planète. Tout à fait, c'est quasiment un marronnier. En fait, c'est un thème qui revient de manière extrêmement régulière. Et donc, l'idée de ce travail, c'était de produire une recension de ces différentes critiques, mais de la manière la plus... exhaustive. Exactement. Objective, essayer de faire quelque chose de constructif. Et donc, pour ce faire, j'ai eu recours à un modèle qui est bien connu en sciences sociales, qui s'appelle le modèle des cités de Boltanski et Thévenot, qui est un modèle qui est popularisé dans un livre de 91, où en fait, ces auteurs, sur la base de lecture de textes de philosophie occidentale classique, nous montrent qu'en fait, il y a des systèmes de valeurs qui coexistent au sein de nos sociétés. Qui sont irréductibles les uns aux autres. Et c'est ça, c'est incommensurable en fait. Cité industrielle, cité marchande, cité domestique... Cité de l'inspiration. Tout à fait. On comprend pourquoi les artistes peuvent pas se piffrer avec les producteurs, par exemple. Exactement. En fait, l'idée, c'est de dire que différents systèmes de valeurs coexistent et que donc il n'y a pas un bien, il n'y a pas un mal. Il y a des biens et il y a des mâles, et on s'inscrit tous dans l'un ou l'autre registre ou dans un mix de plusieurs. Citez-nous toutes les critiques de la cité industrielle, là. Alors, la cité industrielle, on va, sous cette aune, on va s'attacher à faire les choses dans les règles de l'art. Et donc, du point de vue de sciences de gestion, est-ce que les sciences de gestion sont sciences à part entière? Est-ce que la production de connaissances est scientifique et rigoureuse? Et donc, ici, se développe tout un tas de critiques qui vont porter sur, justement, le caractère non scientifique des sciences de gestion. Ce sont là des critiques qui se développent en particulier au milieu du XXe siècle, où on dit en fait les sciences de gestion manquent d'assises scientifiques et il faudrait s'inspirer de nos disciplines sœurs, l'économie, la sociologie, la psychologie, pour adopter des méthodes davantage scientifiques. Et c'est à partir de là qu'aux États-Unis et en France en particulier, eh bien, s'institutionnalisent les sciences de gestion, qu'on crée les IAE, qu'on crée la FNEJ, etc. Je vais même beaucoup plus loin. C'est à partir de là que des business schools, notamment, vont prendre le virage de la fameuse bulle académique, c'est-à-dire, voilà, il faut publier des articles qui vont définir des classements, etc., au nom de la scientificité. Tout à fait. Et on opère un virage donc en faveur de l'académisme des sciences de gestion, alors qu'auparavant, c'était surtout des enseignements qui étaient basés sur le retour d'expérience. Donc ce virage, sous l'aune de la cité industrielle, on doit gagner en rigueur, on doit gagner en scientificité. D'accord, la cité industrielle. Quelque part, les critiques adressées aux sciences de gestion sont les critiques adressées à l'entreprise aussi, au passage. Normal. Bien sûr. La cité industrielle, après la cité industrielle, donc là où on construit des cathédrales, la cité marchande, et oui, là où on fait du pognon. Je suis brutal, c'est exprès, c'est pour caricaturer le message. Alors ça, c'est comprendre. C'est peut-être les critiques les plus classiques, voilà, les plus grands publics des sciences de gestion. Les sciences de gestion seraient un soutien du capitalisme. On serait là uniquement pour servir le grand capital et en fait, notre discipline n'aurait pas d'autre préoccupation que de servir voilà, les grandes entreprises. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la cité marchande, en revanche, ceux qui s'y réfèrent, c'est-à-dire les commerçants, disent « mais les sciences de gestion, en fait, elles devraient aider à faire du profit et elles ne le font pas, quoi. » Devraient être pertinentes. C'est le débat, effectivement, rigueur-pertinence. Est-ce qu'il faut qu'on maintienne seulement le cap de la rigueur qu'on avait dans la cité industrielle, ou est-ce qu'il faut également qu'on développe la pertinence de nos travaux avec justement cette cité marchande?
Et donc, en effet, et c'est tout à fait important que les sciences de gestion contribuent aux entreprises et aux activités économiques. Le problème, en fait, et qu'on peut tout à fait critiquer, c'est l'excessive focalisation sur les enjeux économiques au détriment d'autres enjeux qui sont justement développés dans les autres cités. Alors, poursuivez. En fait, on se rend compte qu'il y a deux systèmes de valeurs qui coexistent, c'est ce que nous disent Boltanski et Thévenot, ce que j'ai repris. Outre la cité marchande, en fait, il y a d'autres enjeux qui peuvent être défendus et que les sciences de gestion, et c'est parfois peu su, défendent. C'est-à-dire qu'on peut défendre également le bien commun, on peut défendre également le renouvellement des idées, on peut chercher également à être reconnu, ça c'est une autre critique adressée aux sciences de gestion, le fait de faire les choses dans notre coin, sans... Des revues confidentielles. Exactement, sans vouloir... tout à fait, porter nos connaissances à destination du grand public. Un autre développement de Boltanski et Thévenot ultérieur insiste sur les enjeux environnementaux. La cité verte. La cité verte, tout à fait. Donc il y a tout un tas d'enjeux qu'on peut attendre des sciences de gestion en termes de centres d'intérêt et qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sont bien envisagés par les sciences de gestion. Alors on peut critiquer, est-ce que c'est assez fait, est-ce que c'est bien fait, mais c'est fait. Et les sciences de gestion sont beaucoup plus multipolaires que ce qu'on voudrait en dire, de ce qu'on voudrait en lire de manière complètement extérieure, étrangère, dans des propos un peu grand public parfois, quoi. Avec un élément fascinant dans votre papier, c'est-à-dire que vous rappelez quand même que progressivement ce débat va exister partout, et notamment dans les deux plus prestigieux supports de publication de la discipline, l'Academy of Management Journal et l'Administrative Science Quarterly. La présidente de l'AOM va faire un plaidoyer en disant « il y a un problème, la gestion n'infuse pas les pratiques ». C'est sidérant quand vous prenez ASQ par exemple, de mémoire c'est ASQ, hein, oui. Où vous dites il y avait X% de papier avec des recommandations managériales et ça s'est complètement effondré, il n'y a plus de sujet de recommandations managériales. Oui, les propos que je rapporte, en fait, je me fais simplement le porte-parole de choses qui ont été indiquées en plus haut lieu, si on peut dire. Ce sont des débats qui sont vifs en interne, ce sont des débats qui sont largement connus des chercheurs en sciences de gestion. En fait, qui ne sont pas francophones, hein, qui sont pas francophones du tout, qui sont anglophones. Internationaux. Et donc, il y a vraiment, ce qui est intéressant à mon avis en sciences de gestion, c'est il y a une grande diversité en fait de sensibilités qui s'expriment. La discipline n'est pas du tout monolithique comme on pourrait le croire de l'extérieur, et donc, en tout cas, il y a des débats très forts internes avec des personnes qui sont de sensibilités radicalement opposées. Et en l'occurrence, oui, ce débat là, par exemple, sur le fait de devoir être davantage exposé aux médias, de sortir de notre tour d'ivoire et de dire, et donc là c'est pareil, il y a des débats en interne, il y a des personnes qui vont considérer que c'est pas notre rôle et d'autres qui vont considérer au contraire que la prise de parole publique relève de nos tâches à réaliser, quoi. Bien sûr. Alors une dimension fascinante dans votre papier, c'est que finalement quand on balaye l'ensemble de ces cités, d'abord, on est quasiment capable, pour les insiders, hein, de mettre des noms de chercheurs qu'on trouve en référence dans chacune de vos cités. Donc, c'est toujours agréable de pouvoir reclasser aussi précisément. Donc, on se dit, en fait, toutes les critiques, à chaque fois, les uns et les autres se pensent critiques, mais oublient qu'il y a d'autres critiques qui viennent d'ailleurs. Voilà. Donc, il y a un rapport de force quand même entre les critiques. Tout à fait. C'est ce que vous expliquez aussi, hein, ça mériterait d'être travaillé. Pourquoi certaines critiques portent davantage que d'autres ? Voilà, et d'autres ont du plus de mal à s'imposer, parfois des décennies passant, et on pense notamment à la question de la pertinence. Oui. C'est-à-dire qu'elle revient, mais on ne progresse pas. Il y a des effets d'inertie, en fait. Il y a des préoccupations qui sont historiquement notées, dont les chercheurs s'emparent, et d'autres qui mettent plus de temps à s'imposer pour différentes raisons institutionnelles, etc. Mais petit à petit, les choses font leur chemin, et avec le temps, et notamment depuis que j'ai écrit cet article, je trouve que les choses qui étaient peut-être plus secondaires, les enjeux environnementaux, les enjeux de popularisation de nos connaissances, deviennent de plus en plus d'importance. Oui, de plus en plus d'importance. Deuxième réflexion, finalement, être un chercheur, on va dire réflexif, voilà. Est-ce que c'est pas savoir s'émanciper de ces fameuses cités ? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas un grand avertissement que lance votre article en disant attention à la radicalisation, chers amis, surtout les jeunes enseignants-chercheurs. Vous mettez pas juste dans une cité, ayez conscience, soyez ouverts sur l'ensemble de ces critiques, parce que vous avez la chance d'être dans une discipline qui précisément est ouverte et est le réceptacle de toutes ces critiques. Oui, tout à fait. En fait, de ce point de vue, il y a des sous-communautés. Il faut être capable justement de se rendre compte qu'on peut évoluer dans différentes sensibilités, et que en fait
Et encore une fois, je trouve que c'est une vraie richesse de notre discipline, c'est que toutes les sensibilités ont possibilité de s'exprimer dans une ou l'autre de nos sous-communautés, avec des perspectives plus mainstream, d'autres plus radicales, et qu'en fait, on peut tout à fait s'autoriser à penser différemment, à repenser les sciences de gestion, à repenser le fonctionnement des organisations de manière parfois très radicale. Donc c'est peut-être aussi un appel à des personnes extérieures qui voudraient se lancer dans la recherche en sciences de gestion en disant venez, il y a de quoi se régaler intellectuellement, Il y a de la place. De par la diversité des choses qu'on peut. Il y a de la place. Je vous reprends mon numéro de la Revue française de gestion. C'est un article absolument... voilà, on pourrait y passer des heures, hein, mais je rappelle quand même les cités pour ceux qui ne connaissent pas. Cité industrielle, cité marchande, cité civique, cité verte, cité domestique, cité de l'opinion, cité inspirée. À chaque fois que vous êtes en débat, qu'on est en débat avec des praticiens, avec des collègues d'autres disciplines, c'est un bouclier là que vous fournissez en disant tiens, j'ai la cité de l'inspiration qui me critique, tiens, j'ai la cité industrielle qui me critique, tiens, j'ai la cité marchande qui me critique. Et finalement, on devient voilà, plus intelligent. Oui, et puis il y a l'idée, connaissant les points de vue des autres, en fait, l'idée c'est de faire un bout de chemin les uns vers les autres plutôt que d'estimer qu'ils ont tort. En fait, non, ils n'ont pas tort. Chacun a son point de vue qu'il est en droit de défendre. Et donc ce modèle de Boltanski et Thévenot, c'est une invitation à rentrer en conversation avec des points de vue différents, en concédant, en allant, en faisant des bouts de chemin les uns vers les autres, quoi. Absolument, parce qu'un des principes, c'est qu'aucune cité n'est supérieure à une autre. Ce sont des mondes irréductibles. Tout à fait. Irréductibles. Et donc, faire vivre la diversité, c'est faire vivre la diversité de ces cités. Tout à fait. Voilà. Merci à vous, Mathieu Mondard. Merci. Un magnifique papier, je le dis, je le redis. C'est pas pour vous passer de la pommade, hein. Sincèrement, je le pense. Ce que l'on reproche aux sciences de gestion, une synthèse des critiques adressées à notre discipline, ça doit être étudié dans tous les cours, évidemment, d'épistémologie des sciences de gestion. Évidemment, parce que vous refaites l'histoire de la discipline, de fait. Oui, il y a un côté didactique dans ce texte. J'ai essayé de retracer des incontournables, oui. Bon, après, évidemment, on pourrait critiquer ici ou là quelques formules ou quelques phrases. C'est l'objectif. Certains diront, il faudra peut-être ajouter encore une petite cité quand même. Il y a des nouvelles choses à imaginer, évidemment, mais votre texte a le mérite de mettre tout ça sur la table. Donc, souhaitons que la communauté s'en empare et que, voilà, parfois, le fonctionnement un peu en silo qui bride un peu les débats, oui. Votre texte les fait exploser, ces silos. Donc, merci. Bravo, Mathieu Mondard. C'est ça, faire de la recherche. Numéro 295, mars 2021. Merci Mathieu. Merci.